Et j'ai le plaisir d'accueillir autour de ce plateau Nathalie Janson pour la rentrée. Bonjour Nathalie, bienvenue. Professeure à Neoma Business School. César Armand, journaliste à la Tribune pour sa première dans Les Experts. Bonjour Raphaël, merci pour l'invitation. César, bienvenue. Et puis Jean-Marc Daniel. Monsieur Daniel, bonjour, éditorialiste BFM Business, professeur à l'ESCP. Votre dernier livre, Nouvelle leçon d'histoire économique, est toujours disponible aux éditions Odile Jacob. Et surtout, courez sur le site du Théâtre de Poche si vous n'avez pas encore vu le spectacle de Jean-Marc Daniel. C'est à partir du 13 septembre, la reprise. C'est presque déjà plein, faites vite, il ne doit plus rester beaucoup de place. Théâtre de Poche, 13 septembre, vraiment 12. Je vous le conseille. 12 septembre. 12 ? Oui. Ah, on a avancé. Ah non, vous avez raison. Ah bah oui, il me semblait. Non, mais je connais par cœur votre agenda. Samedi, c'est le 13, oui. Voilà. Absolument. Non, vous voyez. Non, vous me demandez sinon. Voilà, absolument. Je vous le rappellerai. Absolument. Bon, le premier sujet du jour, mes experts, c'est ce Conseil des ministres franco-allemand qui promet de nombreux sujets sur la table. Un Conseil des ministres pour lequel des économistes français, en l'occurrence Jean Pisani-Ferry, qu'on accueillait ce matin sur le plateau de BFM Business, et Xavier Jaravel, qui préside le Conseil d'analyse économique, ont travaillé tout l'été avec des homologues allemands. Et pour la première fois, ils notent des deux côtés du Rhin une véritable convergence intellectuelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'on peut croire au renouveau de ce moteur, je n'aime pas dire le couple franco-allemand, mais de ce moteur franco-allemand, César Armand ? Oui, on peut y croire et il faut y croire, parce que quand on voit que nous sommes des néants géopolitiques actuellement, avec la faiblesse de l'Union européenne, notamment face aux États-Unis, Ursula von der Leyen a négocié avec Donald Trump le pistolet sur la tempe, oui, comme le disait un patron hier dans les allées du MEDEF, à Roland-Garros. Donc oui, il faut relancer ce groupe franco-allemand. Après, quand on va sur le site du Quai d'Orsay et qu'on regarde les avancées du Conseil des ministres franco-allemands depuis 2003, c'est le raccordement du TGV à Heiss, le train Paris-Berlin, les filières franco-allemandes dans les lycées professionnels ou encore des services de placement d'emploi transfrontaliers. C'est un peu léger. Ça n'a jamais été un blast, quoi. Hein, c'est ce que vous voulez dire. Oui. C'est du symbole, de la politique. Mais c'est de l'affichage, c'est de la com politique. Ouais. Bon, on en a besoin quand même, Nathalie Janson. Non, il y a des travaux, il y a une feuille de route très clair posé par ces économistes français et allemands autour de 8 thématiques. Enfin, il y a 5 axes stratégiques. Je peux les citer d'ailleurs. Hein. On a la défense, on a l'énergie, on a une thématique productivité et croissance, marché du travail. On va passer ensemble un peu en revue toutes ces thématiques. Et puis, un sujet très intéressant qui est le commerce avec la Chine. Il préconise une ouverture aux produits chinois, aux entreprises chinoises sur le sol européen, les économistes et français et allemands. Nathalie Janson. Oui, là on voit bien que le couple, si tant est qu'il existe, et là revient sur le devant de la scène parce que l'Allemagne, en effet, a un fort intérêt en fait à ce que cette fois on puisse faire autre chose que de l'affichage. Oui, l'Allemagne qui est en récession depuis pour la troisième année consécutive. L'Allemagne qui est effectivement quand même en panne et qui trouve effectivement un intérêt, et là on voit la convergence pour aller aussi dans la ligne directrice du rapport Draghi. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les préconisations, il y a cette idée d'essayer effectivement d'avoir un marché européen plus uniformisé, et notamment au niveau du marché des capitaux, parce que si on veut être innovant, il faut financer, et pour financer, il faut avoir la capacité de lever des fonds au niveau européen, ce qui n'est toujours pas le cas puisqu'on est plutôt fragmenté, et on sait très bien que c'est la force de frappe américaine à ce niveau-là qui est bien plus... elle est redoutable. Les échanges internes aux États-Unis sont 2 fois supérieurs à nos échanges internes au sein de l'Union européenne. Exactement. Et puis, au-delà de ça, le marché financier américain domine totalement au niveau de l'innovation, puisque c'est là où vous savez très bien que toutes les entreprises innovantes françaises, européennes, finissent lorsqu'elles ont dépassé un certain cap. C'est-à-dire qu'en fait, en France, c'est typique, on se fait financer par la BPI, et puis une fois qu'on est trop gros, on va aux États-Unis parce qu'en fait, on ne trouve pas l'équivalent en Europe. C'est le sujet de l'Union des marchés de capitaux. Exactement. On nous les promet pour 2026. Est-ce que ça va arriver ? Bon, j'avoue que j'en doute encore. Quelques années parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont nécessaires pour que ça prenne. On sait très bien qu'il y a cette histoire de fonds de pension que nous n'avons pas, qui sont quand même des acteurs très importants pour animer un marché unifié. Donc voilà, effectivement, on peut craindre que ça ne soit pas pour 2026. Mais je pense qu'effectivement, cette relance, en tout cas de tentative d'avoir un plan entre les Français
Français et les Allemands est sans aucun doute motivé par la situation allemande aussi. Jean-Marc, c'est la clé du succès économique européen de retravailler avec les Allemands? Oui, à condition d'avoir un bon diagnostic sur la situation et sur les problèmes de l'Europe. Je crois qu'il y a une espèce de Europe bashing, une espèce de masochisme des Européens qui consiste à dire oh là là, qu'est-ce qu'on est mauvais, tout ça. Je rappelle que nous sommes quand même le premier excédent extérieur mondial. Et donc, un excédent extérieur, c'est de l'épargne. Et donc, nous avons une capacité d'épargne, c'est une capacité d'épargne très importante. Et donc, dans ce jeu-là... Est-ce qu'on arrive à l'investir, cette épargne? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait dans cette épargne? Je rappelle que cette année, pour la première fois, l'Allemagne est devenue le pays le plus détenteur au monde. C'est-à-dire, vous savez, on fait l'avoir extérieur net des pays. Pendant très longtemps, ça a été le Japon qui a eu des excédents très importants. Et puis, progressivement, avec le vieillissement de la population, le Japon produit moins, n'a plus d'excédents commerciaux et il vit simplement de ses placements. Et l'Allemagne, maintenant, qui est en voie de japonisation. C'est-à-dire, c'est un pays qui vieillit. Bon. Et donc, l'Allemagne a dégagé, continue à dégager énormément d'excédents, ce premier excédent extérieur. Et donc, elle est devenue le premier des... En face de ça, il y a les Français. Alors la France vieillit aussi. Je rappelle quand même que depuis 3-4 mois, il y a plus de décès en France que de naissances. Pour la première fois cette année, les plus de 50 ans sont majoritaires dans le pays. Dans le pays. Et donc la France continue à avoir un déficit extérieur. On avait eu un cocorico l'année dernière parce qu'on avait eu un excédent extérieur, mais c'était grâce aux JO. Et donc on ne peut pas refaire les JO tous les ans, manifestement. Madame Hidalgo a beau détruire la ville de Paris en mettant des anneaux olympiques partout. C'est fini les JO, c'est plié. On passe à autre chose. Et donc, je pense qu'il y a une différence, effectivement, dans la situation entre les Français et les Allemands, qui est ce rapport à l'épargne. C'est-à-dire, les Français continuent à dire il faut consommer, la consommation, c'est le moteur de la croissance. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi haut, Jean-Marc. Et oui, alors on n'arrête pas de dire écoutez, ça va pas, vous épargnez trop, vous faites. Allez-y, c'est encore le vieux discours de 81, remplissez les caddies, vous viderez les ANPE. Bon, on a rempli les caddies, en 81, on a vidé les caisses. Et puis, depuis, on n'a pas réussi à les remplir. Et donc, je pense qu'il y a une perception, c'est pour ça que le rapport des économistes est important, parce qu'ils disent bien qu'il faut véritablement analyser la réalité, voir qu'un des enjeux, c'est comme l'a dit Nathalie, le marché des capitaux, l'utilisation de cette épargne, la capacité à effectivement préparer l'avenir par l'épargne et pas uniquement par la fuite en avant dans la dette. La deuxième remarque que je ferais, c'est que ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup dans les rapports franco-allemands des éléments personnels. C'est-à-dire que le général de Gaulle adorait Adenauer, mais après, il traitait son successeur et il disait c'est peut-être un grand économiste, mais c'est un imbécile. Ensuite, Pompidou et Brandt ne pouvaient pas se parler. C'est-à-dire que et ensuite on avait créé à l'époque après la grande entente entre Mitterrand et Kohl. Bien sûr, il y a cette eu fameuse image main dans la main. Voilà la main Verdun et tout ça. Il n'y a jamais eu ce retour à ce qu'avaient été effectivement Giscard et Schmitt et Mitterrand et Kohl. Chirac-Schröder un peu quand même. C'est eux qui ont initié le. Oui, il y a eu Chirac-Schröder se sont mis d'accord pour violer le traité de Maastricht et de stabilité budgétaire. Ils étaient tous les deux dans la panade. Mais alors, je pense que à partir de ce moment-là, c'est quand même assez fragile. Si ça repose uniquement sur des rapports humains, il y a un côté assez artificiel dans le couple, dans le moteur. C'est la politique, Jean-Marc. Et donc, mais là, pour le coup, on a quand même un alignement plutôt favorable entre avec Friedrich Merz qu'avec. On a l'impression que là, les personnalités s'entendent mieux que le couple, pardon, pour reprendre cette expression, le couple précédent, et donc il y a une... Alors, je ne sais pas si ça sera très concret. Dernière remarque que je ferai, c'est quand même, quand on a un excédent extérieur énorme, comme l'Allemagne, on a besoin d'un euro fort, alors que la France rêve d'un euro faible. Et je crois que là aussi, un des enjeux sur le plan monétaire, ça va être d'essayer de s'entendre sur quel est l'objectif que l'on donne implicitement à l'évolution de l'euro. C'est pas la première fois qu'on sera en antagonisme sur ce sujet-là. Je voudrais qu'on écoute Jean Pisani-Ferry, qui était l'invité de Laure Closier ce matin sur BFM Business. Écoutez ce qu'il dit sur les rapports de l'Europe aux produits chinois et ce qu'il faudrait faire. L'industrie chinoise, elle dépasse de très loin tout le monde. Et donc, il n'y a plus d'industrie de panneaux solaires en Europe. C'est finalement pas très grave, parce que les panneaux solaires, une fois qu'ils sont installés, ils sont installés.
Donc ça ne crée pas une dépendance. En même temps, on dit sur des sujets qui ont une importance cruciale pour l'industrialisation, les voitures électriques de demain, on ne peut pas se permettre de perdre pied sur la technologie des batteries. Donc on a besoin, les Chinois sont en avance, il faut que les Chinois investissent sur le territoire européen et il faut que sur ces sujets, la technologie chinoise serve à nous apprendre. C'est très intéressant ce qu'il nous dit là, Jean Pisani-Ferry, Xavier Jarravallet, les économistes allemands. Il faut ouvrir le marché européen aux Chinois, mais pas n'importe comment. Du libre-échange stratégique. Votre analyse là-dessus, Nathalie Janson? Bon, alors, ça me fait... Je souris toujours à ce genre de propos. Donc là, c'est soit du protectionnisme intelligent, soit du libre-échange intelligent. Là, c'est ouvert. C'est vraiment... On ne va pas aller investir dans des panneaux solaires qui sont moins chers et mieux faits en Chine. Protégeons nos secteurs stratégiques. Mais par contre, quand ils sont meilleurs sur les batteries, et qu'ils viennent et qu'on leur pique la technologie, on devient... les Chinois de la Chine il y a 20 ans, si je puis dire. On applique le même modèle, Nathalie. Ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, là, en fait, ils viennent d'expliquer les coûts d'opportunité. Ah oui. En fait, ouais, c'est sympa, ils ont compris enfin, qui est quand même l'essence des fameux théorèmes de Ricardo, en fait, qui va dire, oui, il faut échanger parce que justement, ça ne sert à rien d'aller dévier des ressources, d'aller allouer des ressources à une activité dans lesquelles, en fait, finalement, on peut mieux faire en allant fait sur d'autres activités. Donc je suis contente qu'on ait enfin découvert ce qu'est un coût d'opportunité et donc de comprendre ce qu'est un avantage comparatif. En effet, si l'industrie chinoise est bien meilleure et peut-être pas pour des bonnes raisons, puisque souvent c'est parce que l'État a juste décidé d'aller que sur ce type de technologie, et tant mieux s'ils l'ont fait. En effet, il serait de bon ton d'arrêter de vouloir copier pour perdre effectivement des ressources pour rien et les allouer à autre chose. Donc ça, effectivement, je pense que c'est une très bonne décision de vouloir ne pas faire de barrière à l'entrée, étant donné qu'ils sont meilleurs de ce point de vue-là, pour qu'on puisse, nous, se consacrer à d'autres choses, et notamment peut-être à trouver d'autres types de technologies qui sont susceptibles, au niveau des véhicules, de peut-être pas se concentrer uniquement sur l'électrique, mais d'avoir un panel plus grand, et en profitant du fait qu'on peut bénéficier de cette technologie à plus bas coût grâce aux Chinois. C'est ce qu'on a fait dans les années 90, on a envoyé des entreprises en Chine, les Alcatel et consorts, Volkswagen à l'époque, les technologies ont été copiées là-bas, mais maintenant c'est BYD qui revient en Europe, César Armand, c'est ça, non? Oui, mais comme le dit Nicolas Dufour, le patron de BPI France, il faut copier les Chinois. Donc c'est un peu, je rejoins un peu ce que vous disiez, Nathalie. Il faut, voilà. Si on veut s'en sortir, il faut à nouveau copier les copieurs, pour le dire autrement. Et donc les accueillir sur notre sol. C'est aussi des capitaux en plus, non? Regardez, je vais vous donner un exemple de relocalisation qui a toujours fonctionné, c'est le slip français. Oui. Ils ont ouvert il y a quelques mois une usine à Aubervilliers, en petite couronne parisienne. Chez lui, il n'y a que des ouvriers chinois qui savent faire. Il n'a pas demandé, désolé l'expression, des Afro-français. Il y a de moins en moins d'ouvriers. On l'avait reçu, le patron du slip français sur l'antenne de BFM Business. Il ne peut produire en France que par des machines maintenant, et malheureusement avec de moins en moins de salariés. Les charges étant... Et sa main-d'œuvre est asiatique. Oui. Moi, je les ai vus à l'œuvre. C'est une main-d'œuvre 100% asiatique qui parle très mal français. Et voilà. Ouais. Et je les retourne la semaine prochaine pour voir où il en est, parce qu'il avait reçu la visite en grande pompe de Bruno Le Maire, qui nous avait fait la morale à tous sur la désindustrialisation, alors qu'il venait juste de quitter Bercy. Mais voilà, ce serait intéressant de voir où il en est maintenant. Non, mais Jean-Marc, ça a du sens aujourd'hui de produire du textile en France? Non, je pense que le rapport que viennent de publier Pisani-Ferry et ses collègues peut être utile pour se débarrasser de cette idée ridicule qu'est la réindustrialisation. On arrête le discours. Vous savez, on parle de Ricardo, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle le triangle d'incompatibilité de Rodrik. Oui. Donc de Danny Rodrik. Expliquez-nous, Jean-Marc. Alors, c'est un économiste. Alors, Ricardo est mort en 11 septembre. Nous porterons le deuil ce jour-là. Mais l'avant-veille de la rentrée de Jean-Marc Daniel au Théâtre de Poche. Voilà. Mais c'était il y a un certain temps quand même. C'était au début du 19e siècle. Danny Rodrik est toujours vivant et il explique qu'en fait, effectivement, alors il parle de l'idée que tous les économistes sont favorables au libre-échange, que d'ailleurs Tobin l'avait rappelé quand Attac faisait référence à lui pour fonder leur mouvement protectionniste. Tobin avait dit, écoutez, je ne comprends pas ces gens-là, mais il n'y a qu'une chose que je peux leur dire, c'est que je ne suis pas pour le protectionnisme, donc ils arrêtent de se référer à moi. Et donc Rodrik dit, en fait, il y a trois possibilités, en fait, il y a trois
modes d'organisation. Soit on choisit le libre-échange et la mondialisation, soit on fait du protectionnisme. Soit on choisit la démocratie, où on a un système qui est un système autoritaire. Soit on accepte d'être dépendant du reste du monde, soit on met en avant la souveraineté. Et il dit, la plupart des gens pensent que la bonne solution, c'est d'avoir du libre-échange pour avoir du pouvoir d'achat, d'avoir la souveraineté pour être maître de son destin, et d'avoir la démocratie, parce que c'est ce qu'il y a de mieux comme fonctionnement politique. Et il dit, il y a une incompatibilité, de même que Mundell a mis en avant une incompatibilité sur les problèmes monétaires, il dit, on ne peut pas avoir les trois, on ne peut pas avoir que 2 sur 3. Et il dit, alors il y a un modèle qui est un modèle chinois, c'est... Vous avez la souveraineté, vous avez la mondialisation, il n'y a pas la démocratie. Vous avez un modèle qui est le modèle américain, vous avez la démocratie, vous avez la souveraineté, donc il n'y a pas de libre-échange, et Trump ne fait qu'aller jusqu'au bout de la logique impérialiste des Américains. Quant à l'Europe, elle a fait un choix, c'est de considérer que le libre-échange, la mondialisation, c'était ce qu'il y avait de mieux, parce qu'elle dégage des excédents extérieurs, parce que ça donne du pouvoir d'achat à sa population. Elle est démocratique parce que c'est quand même ses valeurs, et puis franchement c'est nettement mieux que d'être dans un régime comme la Chine, donc on doit accepter de perdre la souveraineté. Et donc je dis, allons-y, comprenez une bonne fois pour toutes que votre population attend du pouvoir d'achat, que votre population attend la liberté, donc acceptez de faire en sorte qu'il y ait effectivement des panneaux solaires chinois et qu'on ne fasse pas des slips forcément systématiquement à Roanne et à Troyes. On puisse acheter des slips fabriqués en Turquie ou au Bangladesh. Oui. Et la population, ce qu'elle regarde quand elle va quand elle remplit les caddies, c'est le prix. C'est le prix, c'est le prix. Évidemment, intelligence. Oui, d'autant plus que pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc, de toute façon, les premières industries, quand un pays s'industrialise, c'est le textile. Donc, je veux dire, on est quand même loin, on est quand même très industrialisé. Et si on veut revenir sur le sujet des automobiles et de l'effet de laisser en fait les importations, d'importer plus librement, si on regarde aux États-Unis quand ils ont été envahis par l'automobile japonaise, de toute façon, ça n'a pas tué l'automobile non plus américaine. C'est-à-dire qu'il y a, il y a eu ça, et puis après, il y a l'adaptation à ce scénario de concurrence. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, aujourd'hui, aux États-Unis, on a une production en fait de véhicules et de pièces détachées qui est en croissance depuis le début du 21e siècle. Il y a plus de 29% par rapport à 2001. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'on laisse l'importation libre que c'est la fin du monde. Voilà, comme il a été rappelé, c'est juste qu'on va s'adapter, on s'adapte à tous les changements. Il y a celui de la globalisation, il y a des nouveaux pays qui rentrent sur des marchés, c'est comme un nouveau concurrent sur un secteur qui arrive, et c'est un nouveau concurrent, sauf qu'il n'a pas la même nationalité. On voit bien, César Armand, qu'on entre dans un nouveau monde quand même, depuis Donald Trump, mais en réalité bien avant. Ça avait commencé déjà sous Barack Obama, les États-Unis qui se ferment, des barrières qui montent, le multilatéralisme est en voie de disparition, non ? Oui, c'est l'égoïsme. Moi, je parle d'écocratie pour ce qui se passe en France, mais on peut parler aussi d'écocratisme dans le monde, puisque chacun défend ses intérêts propres et son pays avant tout. Et donc, comment on fait pour vivre ce libre-échange Oui, dans ce libre-échange, encore une fois, le modèle européen, si je reviens au triangle de l'incompatibilité de Daniel Rodrigue. En fait, il y a un choix clair des Européens. La conséquence, c'est d'aller jusqu'au bout de ce choix, en acceptant de perdre la souveraineté, en ce sens que effectivement les usines ne seront pas à Saint-Flour, elles ne seront pas à Roanne, elles ne seront pas à Dunkerque, mais d'être propriétaire des usines qui ne sont pas à Saint-Flour, qui ne sont pas à Roanne. Mais on fait exactement l'inverse. L'agenda de Versailles du président Emmanuel Macron, c'est la souveraineté européenne. On nous le martèle tous les jours, tout comme la réindustrialisation. Oui, c'est-à-dire, permettez-moi de dire qu'il se trompe. Et donc, il est temps de retrouver l'esprit de Serge Tchuruk plutôt que les discours à la con de Choose France. Et donc, j'arrête pas de dire. Donc, du faiblesse. Nos usines en France. Pas d'usines en France, et Choose, non pas France, mais Choose Mumbai, choose l'aide, choose, allez, cette épargne que nous avons, au lieu de vouloir effectivement l'investir dans des usines qui sont moins productives, moins efficaces que celles de la Chine, allons les mettre en Chine et soyons propriétaires de ces usines. Mais on n'est plus capable de faire des usines productives aujourd'hui en France ? Mais pas dans tous les secteurs. À forte valeur ajoutée. Pas dans tous les secteurs, non ? Pas dans tous les secteurs.
Donc le textile, on oublie, les panneaux solaires, on les pompes à oublie, chaleur. l'électroménager, on oublie, les pompes à chaleur. Avec la crise du logement, du bâtiment, de l'énergie, on peut dire, tiens, je veux dire à gaz, tu prends une pompe à chaleur, mais là, les produits chinois se vendent beaucoup mieux, sont bradés. La principale pièce viennent de Chine, on ne sait pas les fabriquer en Europe. Et il y a eu des suppressions d'emplois en Alsace il y a quelques mois, mais la demande n'avait pas au rendez-vous. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer parce qu'il y avait eu l'objectif, souvenez-vous, 1 million de pompes à chaleur produites en France d'ici à 2027. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil, c'est de l'incantation. C'est pas un discours à la con, mais c'est de l'incantation. C'est de l'incantation. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et l'idée que ce soit l'industrie qui soit le moteur systématique de la croissance, c'est une idée qui est une idée, là aussi, à la fois incantatoire et à la con. On n'arrête pas de répéter qu'un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois induits dans les services. Oui, mais en fait, dans les services, vous pouvez avoir des services, encore une fois. Quand vous regardez, par exemple, notre force, ce sont nos banques. La BNP est un des principaux, voire le principal exportateur de la France. Et j'avais dit sur ce plateau, alors ça avait provoqué des réactions démoisées, au lieu de mettre 1 milliard dans une usine de semi-conducteurs à Dunkerque, comme l'annonçait le président. Mettons-les dans la BNP, oui. Politiquement, c'est compliqué. Soit dans le Louvre, puisque une semaine après, il avait annoncé qu'il fallait mettre 1 milliard dans le Louvre et qu'il ne les avait pas. Et donc, après l'opération Notre-Dame, il se tournait de nouveau vers les mécènes. Bon, eh bien, écoutez, un investissement dans le Louvre, c'est plus rentable, je pense, à l'heure actuelle en France, qu'un investissement dans le slip et dans le textile.